bande, des apparts, le mien souvent où on échange sur les sujets qui chatouillent les cerveaux de notre génération, jeunes et un peu moins jeunes. Et un épisode, c'est quoi ? C'est une discussion avec un ou une invitée que je connais de près ou de loin sur un parcours de vie, une idée, une histoire. Bienvenue dans Bande à part. Bande à part. Salut Sophia. Hello Laure, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va, je baille. Je suis en phase de relâchement. On aime ça, relâchement après aussi la petite phase de stress parce qu'on vous dit tout. Et exactement. En fait, on avait déjà essayé de tourner un épisode il y a une semaine. Enfin, de toute façon, l'épisode sortira en décalé, donc vous ne saurez pas vraiment quand est-ce que c'était. Mais on avait eu des petits soucis au niveau des micros. On s'en était aperçu après 1h30 d'échange. Tout à fait. C'était un petit peu un peu rageant. Et là, en fait... on ne sait pas, le logiciel ne voulait pas fonctionner, le micro ne sortait, enfin il n'y avait aucune sortie son, c'était un peu désespérant, mais on a réussi. On est là. Et si vous entendez ça, c'est que ça a fonctionné. Et franchement, écoutez-le quoi, restez jusqu'au bout. Restez jusqu'au bout parce qu'on s'est vraiment donné du mal quoi. C'est ça, exactement. Et bon... Je vais rentrer de suite dans le vif du sujet, dans le vif. Dans le vif. Je parle bizarrement. Dans le vif du sujet. Je vais peut-être prendre des accents pendant cet épisode, tout va bien. Bande à part, c'est un peu les conversations qu'on a en soirée entre potes. Donc, logiquement, je voulais savoir quel type de personne tu étais en soirée. Et pour cette fois-ci, je change, je te laisse me proposer un profil. Je me mouille pas. En soirée, je suis le genre de personne, ça va dépendre des soirées. Si c'est une soirée où je connais un peu tout le monde, je vais tout de suite être dans le bain et bah, je vais prendre mes aises, je vais boire un coup. S'il y a de la musique, je vais probablement me chauffer à un moment donné. Donc soirée plutôt où je suis plutôt dans l'action. Après, si c'est le genre de soirée où je connais pas beaucoup de monde, je vais plutôt être genre un peu la glu qui va aller se coller à l'unique ou quelques personnes qu'elle connaît et en espérant que quelqu'un qu'elle ne connaît pas va venir parler parce que c'est pas du tout le genre de choses que moi j'arrive à faire. Voilà, je suis timide en fait. Ah oui ? Ouais. Mais dans ce contexte-là. Non, après quand je rencontre les gens en face à face, c'est pas du tout le cas. Mais je me suis rendu compte de ça quand j'étais commerciale, où on me demandait de faire des soirées réseau où il fallait que j'aille un peu, tu vois, aller parler à des gens spontanément. Et j'avais vachement de mal. C'était hyper dur pour moi. Du coup, c'était toujours inutile. Et quand je me suis mise à mon compte, au lieu de faire des soirées réseau, j'en ai jamais fait. J'ai fait des rencontres... justement en one-on-one avec une appli qui s'appelle Shaper, c'est comme Tinder mais pour les professionnels. Et là je rencontrais les gens en individuel et là il n'y avait pas de souci. Donc là dans ce cadre-là oui, mais parce qu'en fait la rencontre elle est organisée, tu sais que tu vas te voir, mais aller dans une soirée, que ce soit une fête ou une soirée réseau, aller spontanément vers quelqu'un et l'accrocher comme ça. Mais j'ai tellement toujours l'impression que je vais sortir un truc banal ou quoi. Moi aussi, ou genre qu'il y écrit sur ta tête « veut parler business », tu sais. C'est ça. Ou même, tu vois, même dans une soirée entre potes, je sais pas quoi dire aux gens. En fait, tu sais, si j'ai pas un minimum de connaissances sur qui est la personne, ou alors il faut qu'il y ait un élément déclencheur. Tu sais, par exemple, si je suis capable de parler avec quelqu'un à une caisse de supermarché parce qu'on va voir tous les deux un truc rigolo. Enfin, tu vois, voilà. Mais quand j'ai pas l'accroche déjà... c'est hyper dur. Alors qu'il y a des gens qui y arrivent très bien et qui viennent juste te dire hey, salut, on fait connaissance. Et moi, je trouve ça cool, tu vois. Mais alors, j'en suis incapable. Donc, ça dépend des types de soirées. Bon, après, la plupart des soirées, c'est quand même des soirées où je connais des gens. Donc voilà. Mais non, s'il y a des soirées où je suis genre, je parle à tout le monde que je connais personne, soit je suis saoule, clairement. J'ai trop bu soit à ce c'est un stade-là. peu, soit je joue un peu la comédie, c'est pas moi, quoi. Je me dis, allez, j'ai envie de passer pour la fille hyper sociable, mais en fait, non, au fond de moi, il y a de la timidité quand même. Ah, je suis comme toi. Enfin, un peu. En fait, en personnel, ça va aller. Puis je vais. Franchement, ça dépend vraiment de mon mood ce jour-là. Si franchement, je suis dans un bon mood. Souvent, quand je m'en fiche, mais alors royalement. Souvent, j'ai les meilleurs sujets de discussion. Mais alors, dès qu'il y a un peu un enjeu, et alors là, au niveau professionnel, quand j'étais en com, j'avais l'impression qu'il était écrit sur ma tête de veux démarcher des gens. Tu vois, c'est coup, clair. Tu te dis, je vais pas être subtil du tout. Ils vont tout de suite capter le truc. C'est ça. Ouais, c'est clair. Et toi, tu te dis, enfin, moi, j'ai pas ce côté commercial là. J'étais en mode, voilà, on va grave dans mon jeu. Et puis, je pense qu'en plus, quand t'es pas à l'aise avec ça,
c'est difficile. Enfin, les gens qui arrivent vraiment bien, parce que j'ai pu en observer, les gens qui arrivent vraiment bien à aller à la rencontre des gens, en fait, ils sont hyper naturels et ils vendent. En fait, ils vendent sans vendre. Alors que quand t'es pas à l'aise, t'es tellement concentré sur ton objectif, genre, bon allez, il faut que je démarche, il faut que j'arrive à passer ma carte ou que j'arrive à en choper une, et puis il faut que j'arrive à parler de mon produit. T'es tellement focalisé sur ça que t'oublies de t'intéresser à la personne et de te dire, bon, ben, je vais m'intéresser à elle, et puis je vais bien voir, à un moment donné, elle va me tendre une perche et je vais la saisir assez naturellement. Et ceux qui arrivent très bien, en fait, c'est ça qu'ils font, ils font parler les gens. Et puis, à un moment donné, la personne attend une perche et bim, ils rebondissent. Mais quand t'es pas à l'aise, t'es juste là, vendre mon truc. C'est ça. Ah non, mais ça a été je crois que ça a été les pires trucs de mes années de commercial, ça a été de devoir faire des soirées réseau, quoi. Avec en plus des objectifs de ma direction, il faut que tu récupères au moins 3 cartes, il faut que tu prennes tant de rendez-vous. Oh, quelle angoisse. Puis à Bordeaux, j'ai l'impression que, tu vois, par rapport à Lille, c'est très réseau aussi, mais j'ai l'impression que Bordeaux, c'est professionnellement réseau. Alors, mais j'ai même pas tenté à Bordeaux, moi. Ça, c'était à Poitiers, et qui est pourtant c'est une petite ville. Ouais. À Bordeaux, alors c'était très, très, très réseau. Alors, ça l'est toujours. Moi, quand j'en suis partie de Bordeaux, c'est parce que c'était un réseau beaucoup entre Bordelais, qui était un réseau qui était assez fermé. Et quand tu t'étais pas introduit dans ces réseaux-là, c'était un peu compliqué de s'y faire sa place. Et ça fait partie des raisons aussi pour lesquelles j'en suis partie. Et là, quand je suis revenue il y a 4 ans, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas de Bordeaux qui sont arrivés ces 10 dernières années. Et du coup, les réseaux sont un petit peu plus ouverts. Mais oui, ça fonctionne quand même toujours beaucoup, beaucoup par connaissance et par réseau, quoi. Enfin, des clubs d'entrepreneurs, des clubs de réseau et tout ça, il y en a énormément, quoi. Mais ouais, faut être à l'aise avec ça. Mais après, moi, ça m'a jamais... J'ai fait 0 réseau de ce type-là en arrivant à Bordeaux. Ça m'a absolument pas empêché de trouver des clients. Comme quoi? Ouais, parce que je faisais que des rendez-vous en individuel, mais pas avec des prospects, mais avec d'autres freelances qui n'étaient pas sur les mêmes compétences que moi. Et puis en fait, après, on s'est mis à se préconiser les uns les autres, et voilà. C'est ça, c'est vrai que c'est pas forcément... même moi, regarde là, on ne s'est pas trouvé via des réseaux. Ouais, non, mais c'est clair. Enfin, si un réseau social, mais pas un réseau... Ouais. Moi, parfois, j'avoue, je vais peut-être sortir un peu de ce qui est dit communément, mais moi, ça me met un peu mal à l'aise. Tu vois, des réseaux, il y a, genre, t'as l'impression que t'es étiqueté, ça fait un peu comme, tu sais, les bandes de potes que t'avais, genre, au collège ou au lycée. Tu traînes avec telle personne, donc tu peux pas traîner. Ou, genre, tu restes avec les mêmes personnes. Et je trouve ça dommage parce que je pense que tu t'oublies de t'ouvrir sur d'autres types de profils qui sont pas comme toi, mais qui vont t'apporter beaucoup plus. Ouais, complètement. Ouais, c'est vrai que... alors après, ça dépend des gens. Il y a aussi des gens qui sont dans plein de réseaux différents, parce qu'ils adorent ça. Et puis, il y en a qui se limitent à 1 ou 2 réseaux et qui en sortent pas. Et effectivement, mais après, parce qu'ils arrivent à faire leur business comme ça. Mais ouais, après, voilà. Pour moi, faut vraiment garder en tête qu'il y a différentes façons de faire les choses. Et si le réseau, c'est pas ton truc... c'est pas grave, hein. Enfin, ça n'empêche pas de faire les choses naturellement aussi. Et en fait, c'est ça. Il faut arriver à trouver la façon de faire qui est la plus naturelle pour toi. Et c'est ça qui marche, en fait. C'est d'être soi-même et d'avoir un truc dans lequel on est à l'aise. Il y a des gens, ça va faire, qui font du réseau en soirée, que ça va faire super chier de devoir aller rencontrer des intermédiaires, se vendre auprès d'eux, espérer qu'ils les recommandent, ou les réseaux sociaux, enfin, tu vois. Donc, il en faut pour tout le monde. Mais pour un même résultat, il y a toujours plusieurs chemins. Et ça me fait une parfaite transition pour parler du sujet d'aujourd'hui où justement c'est un peu ce que tu expliques sur les réseaux sociaux, puisque je vais te laisser un peu plus expliquer, mais aujourd'hui on va parler de slowpreneuriat. Et je te laisse parler de ta boîte. Je tease un peu. Donc moi, juste pour dresser un petit peu le tableau, et ça parlera bien aussi du slowpreneuriat. Donc je suis à mon compte depuis 4 ans et aujourd'hui, j'ai 3 activités. Je donne des cours dans des écoles du supérieur sur des bachelors et des masters, donc des cours de stratégie de communication et de gestion de projet. Je développe aussi un projet avec mon conjoint qui est praticien en médecine chinoise où on fait des cours en ligne et des outils en ligne pour les particuliers autour de cette thématique-là. Et depuis le mois de janvier, donc, j'ai lancé ma Slow Boîte qui a vocation à aider les freelances et les entrepreneurs à adopter le slowpreneuriat.
Et donc, le slowprenariat, c'est ce qui me permet, notamment aujourd'hui, de faire tout ça en travaillant entre 25 et 30 heures par semaine. En étant à l'écoute de ce que me dit mon corps, à l'écoute de mon énergie du moment, ce qui me permet d'être assez sereine. C'est-à-dire qu'indépendamment, principale préoccupation des jeunes entrepreneurs, de mes revenus, c'est-à-dire que même s'il y a des périodes un peu plus creuses, c'est pas pour ça que je stresse pas un peu, mais en tout cas, je ne vais pas me mettre à tirer à tous azimuts, tu vois, dans la peur de pas gagner d'argent, donc je vais pas essayer plein de trucs. Et le slowprenariat, c'est ça, c'est comment entreprendre moins en travaillant moins, mais mieux. Entreprendre moins, non, tu entreprends beaucoup, mais comment entreprendre en travaillant moins, mais mieux. C'est vraiment le minimalisme appliqué au travail et à l'entrepreneuriat. Et ça passe pas que par de l'organisation comme beaucoup de gens peuvent penser. C'est pas que de l'organisation et de la productivité. Il y a vraiment ce lien entre qui on est en tant que personne déjà, comment on fonctionne. C'est pour ça qu'on parlait des différents moyens d'arriver au même résultat. Même si on veut tous les mêmes choses, on fonctionne pas tous pareil et donc on va pas utiliser les mêmes clés pour ça, le même chemin. Ça passe par le corps aussi parce que c'est notre outil de travail quand même. On est dans une société qui est très très axée sur l'intellect. Et l'intellectuel est extrêmement valorisé, mais l'intellect, il peut pas fonctionner si le corps il fonctionne pas. Donc, c'est aussi une période où il y a beaucoup de burn-out. Le burn-out, c'est ça. C'est à un moment donné, c'est le corps qui dit non, mais stop, là, j'en peux plus. Il y a l'intellect qui n'a pas laissé assez de place à ça et le corps, il se ferme. Donc, ça passe par ça et ça passe par accepter que l'entrepreneuriat, la réussite, ça se joue pas du tout au nombre d'heures travaillées, ce que beaucoup de gens pensent. Et qu'au contraire, on peut tout à fait réussir, mais en choisissant bien ses actions, en jouant avec son énergie aussi, en fonction de comment on se sent chaque jour. Comment je me sens aujourd'hui, est-ce que c'est adéquat avec les tâches que j'ai prévues ou pas, est-ce que je peux décaler, est-ce que je peux faire autre chose, et en fait ça permet de faire des bons choix, de travailler plus efficacement, d'être beaucoup plus concentré aussi, c'est-à-dire que dans les moments où on travaille, on est vraiment dedans, quoi. Et puis il y a des moments où on l'est moins. Et c'est pas grave parce que c'est la bonne balance en fait, c'est le bon équilibre. Il y a des moments où on est vraiment dans le flow et on peut être hyper productif, et c'est ce qui permet aussi les jours où on l'est moins de lâcher un peu la pédale et d'être un peu plus à l'écoute de soi. Et le fait d'être à l'écoute de soi, c'est ce qui va faire que on va retrouver la bonne énergie pour être efficace. Donc c'est vraiment un cercle vertueux et qui va à l'encontre du cercle vicieux que j'ai beaucoup vu et que je vois encore beaucoup chez les freelances et entrepreneurs. C'est je travaille beaucoup parce que j'ai plus de cadre en fait horaire, donc la liberté qu'on pense venir chercher, il y en a beaucoup qui se renferment. C'est que je travaille beaucoup, si j'ai pas les résultats escomptés, je stresse, donc je vais travailler encore plus fort, encore plus dur pour atteindre mes objectifs, et puis du coup je suis fatiguée, et comme je suis fatiguée et comme je stresse et comme j'ai peur, je travaille moins bien, et donc du coup je prends du retard, et donc pour rattraper je travaille encore plus. Enfin tu vois, c'est vraiment ce cercle vicieux dans lequel il y a beaucoup de gens qui sont. Et le slowprenariat, c'est ça. C'est comment tu renverses la machine. Et c'est ce que j'apprends à faire. Super intéressant. Enfin, j'aime beaucoup le principe justement de se dire bosser moins, mais bosser mieux. Ouais. C'est vrai que même, je pense que toi, tu l'as vu dans ton parcours, mais même moi, j'ai pu l'expérimenter. Je voyais très bien que parfois la fac, c'était vraiment la fac où, parce qu'on avait plus de liberté, je m'étais dit, je vais faire moi mon système. J'avais fait une licence de droit, mais je savais que j'allais pas rester là-dedans, ou en tout cas que je voulais m'ouvrir peut-être à d'autres choses en plus. Et je m'étais dit, écoute, tu fais toi ce qui te semble mieux. Et ça allait vraiment à contre-courant de ce que plein de gens pouvaient faire. Je me disais, je vais étudier à la bibliothèque, j'étudie que les TD, parce que c'est le plus important. Je fais des boulots à côté, mais je vais pas à tous les cours. Alors j'entendais des potes me dire pourquoi tu fais ça. Il y en avait d'autres qui faisaient carrément ça, qui avaient bien compris le système, mais moi j'étais pas vraiment sereine en fait, j'étais vraiment entre les deux, genre je fais pas ça parce que ça me correspond pas, et en même temps est-ce que je me plante pas, quoi. C'est ça. Et au final je me suis rendu compte que je bossais moins, mais je bossais bien. Mais oui, mais en fait c'est vraiment une idée. Il y a vraiment cette idée quand on travaille, alors qui valait un peu dans tous les boulots, mais je sais qu'en France, en plus, on a un problème avec ça, et sans doute dans d'autres pays, mais on a un problème avec le nombre d'heures travaillées. Tu sais, si tu travailles beaucoup,
c'est ça qui te fait réussir. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui témoignent de ça, en fait, qui disent, moi, j'en suis arrivée là parce que j'ai travaillé beaucoup, c'est beaucoup de travail, tu vois. Et ça, c'est glorifié comme si c'était la seule façon de faire. Et il y a des gens qui y arrivent grâce à ça. Alors, peut-être que dans le lot, il y en a qui bossent beaucoup et trop, et certes, ils y arrivent, mais à un moment donné, ils vont perdre sur d'autres parties. Il y a aussi des gens qui ont une capacité à se régénérer très rapidement. On n'est pas tous égaux non plus là-dessus. Mais moi, ce que je trouve problématique aujourd'hui, c'est que c'est vraiment diffusé comme la seule façon de faire. On entend parler quasiment que de ça. Aujourd'hui, tu n'entends pas beaucoup d'entrepreneurs qui te disent moi, ce qui m'a fait réussir, c'est de ne pas me prendre la tête, c'est de ne pas trop travailler, c'est de me préserver. Alors que moi, ça me semble tellement être du bon sens. Alors, je ne suis peut-être pas très objective, mais ça me semble tellement être du bon sens que ce n'est pas en t'épuisant que tu peux mieux réussir que j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on ne parle pas plus de ça. Et en tout cas, ne serait-ce que pour ouvrir la porte à autre chose. Et comme tu le dis, tu vois, quand tu étais étudiante, tu avais beau te dire, moi, c'est ce qui me convient. Quand tu as tous les autres qui font différemment, quand tu as beaucoup de gens qui font différemment, tu peux en arriver à te dire, et moi, c'était vraiment le cas, à te dire, mais est-ce que je ne suis pas en train de me planter ? Tu vois, et moi, quand je me suis mise à mon compte, je suis tombée enceinte en même temps. Donc, de toute façon, très rapidement, je n'ai plus pu travailler autant d'heures que ce que je faisais avant. Et donc, moi, le slowpreneuriat, j'y suis venue un peu par défaut. Je ne savais même pas que j'allais... tout ça, c'est que j'ai réduit mon nombre d'heures et il a fallu que je trouve des solutions à un moment donné pour réussir quand même, en fait. Et je me suis rendu compte qu'en travaillant moins, j'y arrivais mieux. Donc, c'est là que je me suis dit, tiens, il y a un truc. Et j'ai toujours travaillé comme ça depuis que je suis à mon compte. Mais jusqu'à... là, quand on enregistre, on est au mois de mai. J'ai lancé ma slow boîte en janvier, mais ça me traînait dans la tête depuis septembre-octobre. À ce moment-là, ma vraie question, c'était, mais est-ce que je ne suis pas en train de me planter ? Est-ce que je ne suis pas en train de me mettre des bâtons dans les roues ? Mais exactement la même réflexion de toi, c'est-à-dire, c'est clairement ce qui me convient, je constate que j'ai des bons résultats avec ça, mais il y a tellement tout le monde qui fait différemment, est-ce que je ne suis pas bizarre ? Et ce qui m'a donné l'impulsion pour me lancer, c'est d'entendre d'autres entrepreneurs, quelques rares autres entrepreneurs, parler du fait qu'elles travaillaient comme ça aussi. Alors, je dis elles parce que ce sont des femmes en l'occurrence, mais il y a aussi des hommes qui peuvent tout à fait travailler comme ça, et qui réussissaient très bien, en fait. Et donc, je me dis, OK, donc en fait, le nombre d'heures, ça ne veut rien dire. C'est pas ça la clé. C'est un paramètre parmi d'autres, mais c'est quand même un paramètre important parce qu'il y a tellement d'entrepreneurs aujourd'hui qui s'épuisent et qui se sentent obligés pour beaucoup de travailler beaucoup, que non, en fait, ceux qui se sentent obligés, qui le font pas naturellement, vraiment par plaisir, parce que ils arrivent à s'écouter, ils peuvent travailler beaucoup, mais ils se remettent vite, ils arrivent à se reposer quand même. S'ils sentent que ils auraient besoin de travailler moins, mais qu'ils n'osent pas ou qu'ils n'arrivaient pas à le faire, là, c'est un indice que peut-être que la voie du hustle, tu vois, genre tu vas comme un gros bourrin, c'est peut-être pas la bonne voie pour eux, quoi. Et c'est sans doute, soit on est fait pour ça, pour beaucoup travailler, et on a le corps pour ça. Soit c'est au contraire le fait de se donner autant, c'est ce qui peut faire échouer. En soi, l'échec n'est pas grave, mais si l'objectif c'est de réussir et qu'on va dans quelque chose qui n'est pas du tout dans sa nature et qui n'est pas du tout en phase avec ses propres besoins, non seulement ça fait pas réussir, mais en plus ça peut, c'est ce qui peut être le déclencheur d'un échec. Et puis un échec professionnel, mais aussi physique, moral. Il n'y a pas que tiens, j'ai raté ça. Le corps, il bouffe beaucoup quand même quand on travaille trop. Il bouffe vite. Je pense qu'on ne se rend pas compte qu'il y a... En fait, il y a un peu un seul modèle du travail qui est mis en avant dans notre société, en tout cas en France, comme tu le dis, où le travail, c'est vraiment, pour moi, une drogue légale. Oui. Tu as le droit d'être addict à ton boulot, alors que je ne sais plus ce que j'écoutais qui parlait de ça. Je ne sais même pas si ce n'était pas une vidéo de Chloé Bloom, mais sur le fait qu'en fait, on a tous des addictions. Sauf qu'en fait, il y a des addictions qui sont mises en avant. Ça se trouve, c'est pas du tout elle. Donc, je crois que ça me parle quand même. En fait, comme j'ai beaucoup regardé de ces vidéos la semaine dernière, je me dis que ça doit être sûrement elle. C'est ça. Et en fait, elle disait qu'on a tous un peu des addictions. Sauf qu'il y a des addictions qui sont mises en avant, mais en soi, le trop, dans tous les cas, n'est pas bon. Trop de sucre, trop de boulot, trop de sport, trop d'alimentation saine. Et j'ai l'impression que le boulot...
tu as le droit d'y être addict. Et il y a aussi un côté, je pense qu'on oublie de penser au fait que le travail est une échappatoire pour beaucoup de gens. Oui, complètement. Que tu te plonges dans le travail pour oublier le reste. Sauf que tu ne vis pas pour travailler. Pour moi, le travail est un loisir de la vie. Oui, et puis il y a beaucoup de gens qui font leur vie autour de leur boulot, c'est-à-dire qu'ils s'organisent en fonction de leur boulot. Alors que c'est pas une obligation non plus. Tu peux aussi trouver ou te créer un travail qui te permet qui tourne autour d'un autre pan de ta vie. Quoi. Ça n'est qu'une des composantes de la vie. C'est pas la principale, c'est pas la prioritaire. C'est une au même titre que les autres. Et c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup passer ça en priorité. Genre d'abord, en gros, c'est ça, c'est d'abord gagne de l'argent et après tu verras le reste. C'est ça. Sauf qu'en fait, il y a différentes manières de gagner de l'argent aussi. Évidemment qu'aujourd'hui, travailler, c'est essentiel pour vivre. C'est ça. Mais, et puis c'est pareil, la réussite, tu vois, il y a des gens pour qui la réussite, ça va être de gagner 1 500 € par mois, d'être dans un petit coin de campagne, de pas trop se faire suer au boulot, mais d'avoir plein de temps pour profiter de son jardin, etc. Et t'en as pour qui la réussite, c'est gagner minimum 10 000 € par mois, d'être ultra actif. Enfin, c'est-à-dire que ne serait-ce que ça aussi, se poser la question de non, mais en fait, moi, qu'est-ce qui me rendrait heureux ? Est-ce que j'ai besoin absolument de gagner tout cet argent ? Ou peut-être que oui. Enfin, il y en a pour qui ça peut être vraiment important parce que c'est un moyen pour faire des choses qui les rendraient heureux, qui coûtent cher. Mais on n'est vraiment pas tous pareils là-dessus. Mais comme tu dis, on a l'impression qu'il y a un modèle qui est mis, quoi. Voilà. Si tu colles pas à ce modèle-là, limite, t'es un peu un loser. Regarde, quand les gens te demandent, quand t'es entrepreneur, les gens te demandent autour, alors ça marche ton business ? Et moi, pendant longtemps, j'étais là, tu vois, je gagnais en moyenne, je dois être en lycée, je dois être autour de 2 000 € par mois. Et au début, j'étais là, mais est-ce que je peux vraiment dire que ça marche ? Parce que je gagne que 2 000 € par mois, tu vois. Et pendant longtemps, j'étais là, mais oui, ouais, mais tu sais, j'étais un peu gênée. Alors, si, putain, c'est 2 000 € que je me fais toute seule, tu vois. C'est pas un salaire, c'est pas ça tombe parce que je bosse. Et puis c'est très bien, quoi. Il y en a plein qui gagnent pas ça. Et aujourd'hui, je sais que mon ambition, c'est de gagner plus, mais pas pour gagner plus par principe, mais parce que j'ai envie d'acheter. On est 2 indépendants, donc clairement, les prêts bancaires pour les indépendants, c'est compliqué. Et en fait, si je veux accéder à ce rêve-là, il faut que je gagne plus. Mais c'est uniquement pour ça. Moi, aujourd'hui, j'aurais déjà ma maison où j'aurais pas envie d'acheter. Ça me va très bien, en fait, ça. S'il faut que je fasse le choix entre, je dirais, passer plus de temps au travail pour gagner plus ou rester là, voilà. Et encore, là, tu vois, mon but, c'est absolument pas de passer plus de temps au travail pour gagner plus, c'est juste de trouver d'autres moyens qui vont me permettre de gagner plus d'argent. Donc, moi, aujourd'hui, je fonctionne vraiment comme ça. C'est le temps que je passe au boulot, il est pas extensible. Pour moi, franchement, ça serait très compliqué de revenir en arrière, de repartir à plus d'heures de travail. Je l'ai fait, pourtant, je l'ai beaucoup fait. Quand j'étais salariée, j'ai travaillé plus que 2 fois plus de temps qu'aujourd'hui. Ce serait impossible de retourner là-dessus. Enfin, je préférais gagner moins d'argent que de travailler plus. Je suis assez d'accord avec toi. Enfin, sur ça. Moi, j'avoue que je me sentais très coupable à un moment donné parce qu'en fait, quand tu parlais des femmes, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont rendues compte de l'importance du slowprenariat parce qu'elle fait d'être maman. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en France, hormis quand ton corps te lâche, quand tu as un enfant ou d'autres préoccupations qui vont prendre ton temps, tu ne penses pas forcément au début à te tourner vers ce fonctionnement-là. Et c'est dommage parce qu'au final, c'est quelque chose qui est hyper bien et t'as pas besoin d'avoir de raison. Moi, j'en ai changé à un moment donné avec une médecin, je sais plus, on me parlait du fait un peu de se trouver, enfin, on parlait de vocation, etc. Et elle me disait, oui, mais mademoiselle, ce serait dommage que vous fassiez un boulot alimentaire. C'est vraiment gaspillant, en fait, votre énergie, même votre ambition. Et je me disais, mais en fait, là, je sais pas, je suis toujours partagée, à ce moment-là, mais qu'est-ce que ça ferait en vrai ? Si à 25 ans, je décide de faire un boulot alimentaire, mais de gagner du temps. Et je pense qu'il y a beaucoup... On reste vraiment dans une... Mais moi-même, j'ai été coupable de ça, dans une version unifiée où tu te dis, il faut faire beaucoup d'heures. Si tu fais pas ça,
t'es nul, il faut avoir tel boulot, etc. Mais qu'est-ce qu'on sacrifie à côté? Le temps, c'est la chose la plus précieuse. Mais c'est clair, parce que en fait, c'est ça, c'est que ton temps, tu en fais ce que tu veux. Si tu as un boulot alimentaire qui te permet de gagner suffisamment d'argent pour faire à côté, en non-travail ou en bénévolat ou juste pour le kiff, des choses qui t'épanouissent, en fait, c'est ça qui est important. Et c'est pas un but en soi ultime d'avoir un travail passion, par exemple. Tu vois, t'en parlais dans un podcast, mais il y a des gens pour qui ça va être hyper important de se dire, moi, il me faut un travail qui me permette de me nourrir intellectuellement, dans lequel je vais m'épanouir, voilà. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent, et en fait, c'est pas grave. Il y en a pour qui réussir leur vie, c'est avoir un job alimentaire qui leur permet de faire des loisirs à côté qui sont vraiment ce qui, pour eux, ce qui les fait kiffer et qui les rend heureux. Et je crois qu'on a beaucoup de jugements aussi les uns envers les autres là-dessus. Et c'est vrai que, alors, je dis en France parce que, tu vois, je pense qu'aussi en France, on a un gros problème avec l'égoïsme. Parce qu'il y a quand même une grosse racine de bien-pensants, d'éducation judéo-chrétienne, il faut se sacrifier pour les autres, il faut être là pour les autres, il faut être altruiste. Ça aussi, voilà, il faut être absolument altruiste. Le problème, c'est que c'est lié à cette idée de sacrifice, tu vois. Il faut, si t'es quelqu'un de bien... Il faut souffrir pour arriver, pour avoir le droit d'avoir quelque chose de mieux. Ouais. Et puis surtout pour être estimé, c'est-à-dire que si t'en as pas un peu chié, tu vois, on n'aime pas les gens qui arrivent facilement aux choses. Ça, c'est hyper mal vu. Déjà, la réussite, d'accord. Et alors financière encore plus, c'est très souvent un peu mal vu. Enfin, non. Sauf, par exemple, les médecins. Tu vois, les médecins, les avocats, tu vois, il y a certaines catégories de métiers sur lesquelles on se dit, c'est normal qu'ils gagnent bien sa vie. Les médecins, il est avocat... il aide des gens, ça ok. C'est banalisé que certains et c'est hyper banalisé. Gagnent pas bien. Je pense assistant maternel, le ménage, enfin toutes ces choses-là, et des choses en plus qui sont ça c'est un autre débat, mais très féminin. Ouais. Non. Et puis si tu as le combo longues études plus métier qui aide les gens, donc c'est pour ça que je parle de médecin, avocat, etc. Là, c'est le summum. Par contre, tu es sage-femme. Ouais. Tu aides pourtant un petit peu quand même, mais tu gagnes 1 600 € par mois, voilà. Alors que tu as fait médecine, alors que c'est pas estimé. Non, c'est pas estimé comme certains métiers, et du coup là on a un vrai problème avec l'égoïsme, c'est que si tu te sacrifies pas un peu, tu n'as pas le droit de vraiment de faire des choses pour toi et de prendre du temps pour toi. Et là où je trouve ça très con, c'est que plus j'avance dans la vie et plus je me rends compte, pour l'avoir vu, pour l'avoir expérimenté, que le meilleur moyen d'être présent pour les autres et d'être efficace dans l'aide que tu apportes aux autres, c'est quand tu te préserves toi. Et c'est la métaphore de l'avion un peu. Tu sais, avec les masques à oxygène, ils disent tout le temps, tu ne peux pas. Exactement. Et bien aider les autres si t'as pas. Ouais, exactement. Et ça c'est vraiment un truc à garder en tête, parce que y a tellement de gens qui font passer les autres, leur boulot et tout ce que tu veux avant eux, en disant non mais en fait, mais même sans forcément le réaliser, mais genre je sais pas, j'ai un peu de temps pour moi, il y a un pote qui demande de l'aide, oui je vais y aller, enfin tu sais, il y a des gens pour qui c'est hyper naturel, mais en fait au bout d'un moment, si on se préserve pas, on va être nul avec ces gens-là. On va pas être bon, donc qu'est-ce qu'il vaut mieux? Est-ce qu'il vaut mieux dire à la personne, écoute, je reviens vers toi, etc., mais je recharge un peu les batteries, ou est-ce qu'il faut y aller et mal l'aider? Et tu vois, je reparle des médecins parce que je trouve que c'est un truc qui est très parlant. Dans la nouvelle génération de médecins, il y en a beaucoup qui aujourd'hui travaillent à des horaires, je dirais, de bureau, tu vois. Et qui prennent des congés et qui prennent des remplacements. Enfin, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est peut-être une génération qui s'est rendue compte que c'est épuisant, en fait, de faire comme les médecins à l'ancienne, où tu commences les rendez-vous à 8h le matin et tu finis à 20h le soir. Tu prends pas de pause déj. Et puis, tu fais ça jusqu'au bout de ta retraite. C'est pas humain. Ce qui te reste 10 ans à peu près, parce que non, mais c'est clair, parce que de toute façon, c'est ça, tu t'es ruiné. Non, mais c'est ça. Et cette nouvelle génération, je pense, a envie plus de se préserver, a dû se dire à un moment donné, je dis a dû parce que j'ai jamais discuté avec un jeune médecin, mais
C'est vraiment l'impression que j'ai. Il y aura peut-être un épisode sur ça. Ouais, mais franchement, c'est hyper intéressant. Non, mais David, je te chauffe pour faire un épisode. Hein. Je trouve ça ça, c'est un gros paradoxe français aussi. On est le pays dans lequel on défend, un des pays dans lequel on défend le plus les droits des travailleurs sur le fait qu'il faut, tu vois, les 35 heures, les RTT, etc. Genre, il faut du temps de repos, mais il y a certains métiers, médecins, entrepreneurs, etc., où tu deviens un surhomme, quoi. Ah non, mais là, toi, par contre, non, toi, t'as pas besoin de te reposer. Toi, au contraire, il faut que tu te sacrifies le reste, parce que si tu veux être un bon médecin, tu veux être un bon entrepreneur, bah, il faut que tu donnes beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais on reste juste des êtres humains, en fait. Hein. Je veux dire, même ceux qui ont une capacité de se régénérer rapidement, à un moment donné, quand tu bosses trop, tu bosses trop. Et puis tu donnes pas l'exemple aussi à d'autres personnes. Mais si non. tu le fais pas pour toi, tu pourras pas le faire aux autres aussi. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme d'amertume aussi de certaines générations, pas tous, mais la vision où pour réussir, faut bosser à fond. Après, t'as grimpé les échelons. Ouais. Et une fois, t'en avais parlé quand on avait fait le premier essai, mais c'est exactement ça. C'est bon, t'as tout, tu peux te reposer sur les autres. Exactement. Et j'ai l'impression que comme eux ont subi, bah du coup, ils vont refaire subir. Et toi, t'es en mode, il faut casser le cycle. Ouais. C'est chiant, mais cassons ce cycle. Parce que c'est plus possible, en fait. En fait, moi, quand j'ai lancé ma slow boîte, en toute humilité, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de porter ce message-là et de semer des graines et qu'il y ait un maximum d'entrepreneurs, parce que moi, en l'occurrence, c'est ma cible, mais en vrai, c'est valable pour tous les travailleurs de manière générale, tous les gens qui font un travail, même les gens qui sont en recherche d'emploi. Enfin, tu vois, c'est du boulot, en fait. Hein. C'est du boulot de rechercher du boulot. C'est pas du loisir. J'ai vraiment envie de semer ces graines-là et qu'il y ait un maximum de gens qui se disent « Putain, mais en fait, il y a un autre chemin qui fait que non seulement je peux réussir, mais en plus, je peux ne pas m'épuiser. » Et ça, c'est cool, quoi. Et c'est vraiment... Tu vois, quand j'ai lancé le compte, je me suis dit « Je vais voir ce que ça donne », mais je pensais attirer surtout d'autres personnes qui travaillaient comme ça. Et j'avais un peu besoin, j'avoue, de me dire, je vais voir si j'ai besoin de vraiment savoir que je suis pas la seule, quoi. Et en fait, la majorité des gens que j'ai attirés, c'est surtout des gens qui sont là. Ah, mais moi, j'en peux plus, en fait. Je travaille trop, je m'épuise, mais je suis rentrée dans un espèce de cercle vicieux où j'ai des projets clients à gérer, faut quand même que je gagne ma vie, etc. Et j'arrive pas à m'en sortir. Comment je fais, quoi? Et j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de besoins. C'est-à-dire que je constatais, si tu veux, que parce que je côtoie le milieu des entrepreneurs et des freelances depuis un moment, même avant d'être du coup à mon compte, puisqu'en étant commercial, je travaillais avec des chefs d'entreprise. J'avais l'impression que en fait, tout le monde bossait un peu comme des crevards à se ruiner la santé, mais que les gens se rendaient pas trop compte. Et c'est vrai qu'il y en a plein. Moi, je reçois régulièrement des messages de gens qui disent « Mais je découvre ça. Je savais pas qu'il était possible de travailler comme ça. » Et donc, c'est que des gens, tu vois, qui en bavent, qui sont pas en phase avec leur façon de travailler, mais en fait, qui n'ont tellement rien d'autre qui leur est proposé que ils acceptent un peu malgré eux le truc, tu vois, un peu par dépit. Bon, de toute façon, c'est comme ça. Et ça, voilà, une des phrases que j'ai le plus entendues quand j'étais en incubateur, parce que j'ai été incubée pendant 1 an sur le projet que j'ai avec mon mec, c'était... mais de toute façon, quand tu lances ta boîte, les 2-3 premières années, tu vas sacrifier le reste. Tu vas mettre de côté les soirées entre potes, tu vas mettre de côté un peu ta famille et tout, mais t'inquiète pas, c'est juste le temps de se lancer et puis après ça va mieux. Et donc ça rejoint effectivement ce que tu disais, c'est moi j'ai eu plein de modèles d'anciens de mes patrons qui eux alors avaient une autre forme de pression certes, mais qui bossaient beaucoup moins d'heures et qui avaient ce discours de mais c'est bon, moi j'ai donné. Moi, c'est bon, j'ai donné. Tu sais, comme si c'était un peu une obligation. Voilà. Il faut, si tu veux réussir dans la vie, il faut d'abord que tu commences par en baver. Et c'est seulement à cette condition qu'après, tu pourras relâcher un petit peu. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, mais je ne l'ai pas vécu parce que... Enfin, si, en fait, je pensais vraiment que c'était comme ça que ça se passait. Mais aujourd'hui, je me dis, mais putain, mais c'est n'importe quoi, en fait. Il n'y a rien qui empêche aujourd'hui quelqu'un qui sort des études de directement commencer sur les bonnes bases, de directement travailler, je dirais, intelligemment en se disant, OK, voilà mon objectif, c'est quoi le moyen le plus court pour y arriver ?
pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument en baver? En fait, il y a déjà suffisamment de choses dans le travail qui font que tu en baves quand tu veux obtenir une promotion, quand tu veux progresser, quand tu veux, quand tu es entrepreneur, quand tu veux trouver tes clients. Tout ça, c'est déjà des choses qui sont difficiles. Pourquoi il faudrait en plus s'épuiser à la tâche, tu vois? Ça, c'est un truc aujourd'hui, je piche pas. Et pourtant, j'ai longtemps pensé comme ça, mais je le pensais un peu par automatisme, par éducation, parce que j'étais que entourée de gens. Mais j'y avais jamais pensé vraiment par moi-même. Tu vois, je m'étais jamais posée en me disant, mais attends, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument sacrifier? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens? Et aujourd'hui que j'ai trouvé ces autres moyens, et franchement, ouais, par le hasard de la vie, je l'ai pas forcément cherché, mais maintenant que je les ai, je les lâche plus, tu vois. Je me dis, mais en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de gens qui se posent la question de, mais attends, mais pourquoi est-ce que je suis obligée d'en baver là? Pourquoi c'est ça la condition pour réussir? Parce que moi, je me suis posé la question, je t'avoue. Parce que pareil, j'ai pu observer ce genre de choses, enfin, en toute humilité, hein, je suis pas la nana qui fait... Mais en fait, je me pose tout le temps des questions sur la vie, #angoissée. Mais en vrai, des fois, c'est des questions, mais c'est juste que c'est ça, j'avais pas d'autre modèle. Et je disais à mes potes, j'en parlais, je disais... Donc du coup, il faut peut-être que j'aille sur le marketing après, parce que ça gagne mieux, il y a plus de postes, c'est mieux vu. Et ensuite faire ça. Mais dans ma tête, je me disais, il y a un truc qui me semble pas logique aussi dans le fait de faire ça, c'est que, ok, bon, certes, peut-être que c'est ma voie, je vais en baver pendant 10, 20, même plus de temps, et puis qu'après, je serai tranquille. Mais je me disais, si j'arrive... Déjà, je suis pas sûre de réussir à faire ça. Mais si j'arrive à faire ça, si tu bosses autant de temps, même juste 1 an à fond, et que d'un coup t'arrêtes, ton corps, il va pas comprendre. Tu vas t'ennuyer. Besoin d'un petit temps d'adaptation. Et puis même, je pense que en fait, tu vas centrer ta vie autour du boulot. D'un coup, t'as plus ça. Mais c'est parti pour la dépression. Enfin, tu te dis. Et puis comme tu dis, quand tu centres ta vie autour du boulot, tu n'apprends pas à faire d'autres choses. Moi, j'ai plein de gens dans ma communauté avec qui je discute de pourquoi est-ce qu'ils travaillent, par exemple, les week-ends, etc. Et il y en a plusieurs qui me disent, mais en fait, c'est que je sais pas quoi faire d'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ils se retrouvent avec du temps libre et en fait, ils sont là. Bon, ben là, j'ai rien à faire. Bon, ben, je vais bosser. Au lieu de se dire, tiens, je pourrais tester une nouvelle activité ou me dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme activité qui va me permettre de bien me ressourcer, d'avoir les idées fraîches. En fait, c'est un peu l'activité facile par défaut. Et c'est pour ça que moi, je me trouve vraiment chanceuse d'être tombée enceinte quand je me suis mise à mon compte, parce que même si je me suis mise à mon compte pour gagner en liberté, travailler moins, ne plus avoir de pression de ma direction, etc., j'ai tellement été habituée à travailler les soirs et les week-ends que là, je m'étais dit, je ne travaillerai pas les week-ends, mais je pense vraiment que si je n'avais pas eu mon fils, j'aurais travaillé jusqu'à assez tard le soir. Là, aujourd'hui, je m'arrête de travailler la plupart des jours entre 17h30 et 18h. Mais je le vois d'ailleurs les jours où je n'ai pas mon fils, le soir, ça arrive quelquefois. Mais je vais travailler facilement jusqu'à 19h. Pas après, parce que je me dis, ok, je coupe. En fait, je me dis, non, stop. Mais en fait, je finis mes tâches. C'est-à-dire que pour le coup, je ne me coupe pas, je finis mes trucs. Je ne vais pas démarrer des nouvelles choses. Mais je suis persuadée que si je n'avais pas eu mon fils, j'aurais facilement bossé jusqu'à 20h, 20h30, en fait, jusqu'à ce que, c'est l'heure de manger, voilà. Mais parce que c'est une habitude, en fait. Et là, c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à revenir en arrière, parce que là, maintenant, par contre, j'ai pris l'habitude de faire plein d'autres choses. Et donc, sacrifier ces autres choses pour bosser, alors que je fais déjà ça 30 heures par semaine, bah non. Mais de la même façon que j'irai pas passer tout mon temps à être avec mon fils, j'irai pas passer tout mon temps à aller me balader. Enfin, tu vois, en fait, pour moi, c'est ça. C'est un équilibre. Mais en fait, c'est ça. Et tu vois, tu parlais tout à l'heure des excès qui sont pas bons. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir. Et moi, cet équilibre, c'est vraiment ce que j'essaye de prôner. C'est que, effectivement, il n'y a aucun extrême qui est bon. Quand tu es dans un extrême, à un moment donné, ça te revient dans la tronche, quoi. C'est le yin et le yang. Tu vois le signe du yin et du yang. Quand tu regardes en haut et en bas, là où ça passe, tu vois, il y a la bascule entre les deux. C'est exactement ça. C'est que quand il y a un excès de quelque chose, paf, ça passe de l'autre côté, dans les deux sens. C'est ce qui fait que, par exemple, quand tu es dans un excès d'action, de performance, de vitesse, donc des choses très yang, et bien à un moment donné, pouf,
burn-out. Un burn-out, c'est quoi ? C'est complètement du yin. C'est l'immobilité, l'incapacité de mouvement. C'est, voilà, parce que à un moment donné, ça bascule. Et donc, pour éviter ces points de bascule, le but, c'est pas non plus d'être quelqu'un de parfait, toujours hyper en phase. En fait, c'est ça aussi, c'est rétablir l'équilibre. Et tu vois, quand je parle de slowpreneuriat, c'est vrai que slow, ça veut dire lent, mais c'est aussi dans le mouvement de slow living, c'est aussi le côté durabilité, minimaliste, etc. C'est pas juste la lenteur, c'est juste la sélection et la sélection des choses et des bonnes choses, mais c'est surtout un ralentissement. C'est-à-dire que le but, c'est pas quand tu as tendance à être plutôt un tempérament feu, de se dire je vais devenir lent. Non, c'est juste rétablir l'équilibre, ralentir un peu. Et puis on ralentit pas tous sur les mêmes choses. Il y en a, ils vont devoir ralentir sur le nombre d'heures de travail. Il y en a, ils vont devoir ralentir sur ce qu'ils cèdent à leurs clients et tout ce qu'ils acceptent. Il y en a, ils vont devoir ralentir sur leurs idées qui partent dans tous les sens. Et il y en a, ça va être sur ralentir sur leur perfectionnisme. En fait, c'est juste remettre de l'équilibre dans ces excès. Et c'est ça qui permet d'être durable, en fait. Et d'accepter aussi un peu ses défauts. Oui. Et tu parles justement du profil feu. Ouais. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus, parce que du coup, moi, j'ai fait le test, mais tu proposes justement de découvrir ces... En fait, tu as pu voir qu'il y avait 4 profils, 4 types de profils. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu pourrais un peu plus nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors, je vais expliquer d'où c'est venu aussi, parce que pour que les gens savent que je ne sorte pas ça de mon chapeau. En fait, magique. C'est la magie. En fait, quand j'ai commencé à réfléchir à des offres sur ma slow boîte, il y avait une chose qui me semblait hyper importante, c'était de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que moi, ça m'est arrivé de suivre des formations, de suivre des choses où, en fait, l'objectif m'intéressait, mais la méthodologie me correspondait pas du tout. Et du coup, j'ai pas réussi à atteindre le résultat. Donc, je me disais, même si ça me prend plus de temps, je me disais, il faut que je trouve un moyen de personnaliser un minimum. Et il se trouve qu'en parallèle, dans mes loisirs, je me forme actuellement à l'astrologie en tant qu'outil de développement personnel. Donc, c'est un type d'astrologie qui n'est pas prédictif, mais qui est plus axé sur la compréhension de soi, la connaissance de soi et l'acceptation de ses défauts. Ce que je trouve hyper intéressant. Et donc, en astrologie, il y a 4 éléments. L'air, le feu, la terre et l'eau. Et donc moi, là, quand je les étudie, c'est vrai que ces profils-là, je les étudie par rapport au signe astrologique et pas du tout par rapport au travail. C'est plus de manière générale dans la vie, sur les relations avec les gens, etc. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à me dire, bon, ok, comment je pourrais personnaliser, je me suis dit, mais il y a peut-être moyen que je reprenne un peu mes profils par élément, indépendamment du signe du zodiaque des gens, parce qu'en fait, peu importe le signe, on peut, dans des périodes de sa vie, se retrouver vachement dans un élément et dans un autre. Mais je me suis dit, est-ce que je peux pas, à partir de ces profils-là, voir comment ils réagiraient dans le pro. Et donc, j'ai fait un quiz, donc celui que tu as fait. J'ai fait un quiz qui est gratuit et qui me permet vraiment... moi, ça me permet après, dans les autres choses que je propose, que les gens connaissent leur profil. Et là, le but, c'est de répondre. Il y a une 20aine de questions. Donc, en fait, j'ai listé 20 situations assez fréquentes quand on est à son compte. Et j'ai mis les réponses et les différentes réactions en fonction des profils. Et le but, c'est que les gens le fassent sur l'instant T pour voir sur le moment où ils font ce quiz, quel est l'élément qui est dominant, le ou les, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hybrides, qui sont dominants, et à partir de là, leur donner 3 pistes, 3 axes de travail sur, ok, si t'es comme ça, il va falloir que tu fasses attention à ça. Et leur donner 3 conseils déjà pour entamer leur chemin vers le slowpreneuriat, mais en fonction de leur profil. Et ça a été... franchement, ça a recartonné. Non, mais j'ai vraiment un peu halluciné de l'accueil que ça a eu. Parce que même si c'est un outil qui est gratuit, on le sait, quand on lance quelque chose de gratuit, on n'a pas non plus... tout le monde ne le prend pas. Et là, au moment où je l'ai lancé, parce que depuis, la communauté a grandi, mais en gros, actuellement, j'ai plus de 200 personnes qui l'ont fait, ce quiz. Et j'ai une communauté de 500... et quelques. Donc, tu vois, je suis 550, je crois, ce matin. Bravo, non, mais en fait, c'est encore augmenté par rapport au dernier épisode, on aime. Mais en gros, je suis pas très loin de la moitié des gens qui l'ont fait. Et ouais, ça a beaucoup plu aux gens parce que je crois qu'ils se sont sentis compris.
en fait, tu vois. Et moi, c'était mon but. C'était à la fois d'avoir des clés pour ce que je proposais après, mais aussi que les gens se disent, OK, je suis pas tout seul, en fait, à fonctionner comme ça. Et ma façon de fonctionner, elle est pas mauvaise en soi, c'est moi. Et tu vois, il y a toujours l'expression on a les défauts de ses qualités. Bah non, on a les qualités de ses défauts. Et que, par exemple, quelqu'un qui va être hyper perfectionniste, oui, ça peut lui faire perdre du temps et c'est ce qu'il peut faire, qu'il faut qu'il lâche un peu du lest. Mais le fait qu'il soit perfectionniste, c'est aussi quelqu'un qui va aller beaucoup dans le détail, qui va être hyper débrouillard et on peut lui demander n'importe quoi et c'est quelqu'un qui sortira de toutes les situations, quoi. Si on parle par exemple des profils hauts, donc comme toi et moi, c'est des personnes qui vont certes avoir du mal à dire non à leurs clients, qui vont avoir du mal à dire non de manière générale, qui vont avoir tendance à faire beaucoup passer les autres en priorité, mais il y a aussi des gens qui vont être vachement à l'écoute, qui vont bien comprendre les besoins des autres, qui vont pouvoir leur donner des réponses précises. C'est-à-dire que cette même capacité, elle a un côté qui est moins bon et un côté qui est meilleur, en fait. Et c'est toujours les deux facettes d'une même pièce. Et mon but, c'était ça, c'est que les gens se disent « Ok, ce que peut-être je prends comme des défauts, ok, ça, il faut que j'y fasse attention, il faut que je me préserve, il faut que je fasse attention à ça. Mais c'est aussi quelque chose qui me sert. » Et moi, c'est de cette façon-là. C'est pour ça que les cours d'arthrologie que je prends, je les adore pour ça, parce que je trouve que ça permet vraiment, c'est un vrai outil d'acceptation de soi. Et mon but, c'était de faire ça aussi pour l'entrepreneuriat et que les gens comprennent comment ils sont. Et à partir du moment où tu comprends quelle est ta nature, déjà, c'est beaucoup plus facile de se dire « Ok, donc moi, je vais fonctionner de cette façon-là. C'est peut-être pas ce que font les autres, mais moi, c'est ce qui me convient. Et je suis pas la seule à fonctionner comme ça non plus. » Et je vais te donner un exemple concret, puisque là, je sors d'une semaine de lancement. Quand j'ai pris des formations pour savoir comment lancer un produit, etc., tout ce que j'ai vu, c'était il faut préparer tout le matériel marketing en amont. C'est-à-dire tes publications sur les réseaux sociaux, les emails marketing, etc. en amont. Ça me correspond pas. Parce que je prévois généralement, même sur mes publications de réseaux sociaux, j'ai arrêté aussi d'essayer de tout batcher en une journée pour le mois. Ça ne me correspond pas du tout. Donc, je définis les sujets en amont. Mais le post, en général, je le fais le jour même. Des fois, la veille, l'avant-veille, si j'ai un peu de temps, je m'avance pour la semaine, mais je le fais toujours le jour même parce que j'ai besoin déjà de voir un peu l'ambiance qu'il y a dans la communauté pour pouvoir rebondir dessus. Alors que si je fais ça un mois à l'avance, je rebondis sur que dalle. Et aussi pour voir mon énergie du moment. En fait, j'ai confiance en ça. Je me dis, faut que je fasse avec comment je me sens sur le moment. Et là, pour mon lancement, ça a été pareil. C'est-à-dire que je savais, en gros, à peu près et encore, je crois que j'avais prévu que les sujets de mes posts pour les 3 premiers jours. Après, je me dis, je verrai. Et c'était mes seules tâches. C'est-à-dire que je m'étais dit, les seules choses que j'ai à faire aujourd'hui, c'est faire ma publication du jour, faire mes stories du jour, faire l'emailing du jour. Et j'ai tout fait au feeling. Ça a très bien marché, en fait. Et ça va pas du tout dans le sens de ce que j'ai pu apprendre, mais parce que moi, mon profil, je suis O et R, et donc je fonctionne beaucoup à l'instinct, et j'ai tendance à avoir plein d'idées. Donc, en fait, c'est hyper frustrant pour moi d'être trop structurée, d'être trop à l'avance, d'être trop tout ça. Je suis exactement comme toi. Ouais, mais alors qu'il y a des gens qui, au contraire, c'est un peu la différence entre les gens qui prennent vachement d'avance et ceux qui font tout au dernier moment, quoi. Mais il y a des gens pour qui, s'ils n'ont pas tout prévu avant, ça va leur générer un tel stress qu'ils sont obligés de faire comme ça. Et ça fonctionne aussi, en fait. À partir du moment où tu fais les choses en fonction de qui tu es, c'est ça qui fonctionne. Ça reboucle à ce qu'on disait avant. Il n'y a pas une seule façon de faire. La bonne façon de faire, c'est celle qui nous correspond. Et c'est celle dans laquelle on est à l'aise. Aussi. Moi, je sais que les trucs qui vont me demander de la créativité, un peu, c'est ça, ambiance et tout. Ça, pour le coup, c'est vraiment l'instinct. Pareil, tous mes posts, pourtant, j'ai fait des études de com, on te dit, allez, fais des calendriers. Les gars, je fais pas, je suis désolée, des fois je publie, parfois je publie pas, mais en fait, je veux pas m'imposer. De toute façon, à un moment donné, j'avais un peu des doutes, je me disais, est-ce que ça va décoller un peu plus ou pas? Enfin, décoller, est-ce que ça va plaire aux gens? Pas, moi, c'est pas le podcast là que vous écoutez, c'est vraiment pas un truc où je pense me faire de l'argent un jour. C'est vraiment créer un truc sympa, voire peut-être développer d'autres projets par la suite. Et vraiment, je m'étais posé beaucoup de questions et tout, mais en fait, j'avais un moment arrêté de publier parce que j'étais pas dans ce feeling-là. Mais par exemple, je suis partie quelques jours là. J'ai besoin de faire des listes avec tout ce que je dois prendre. Je peux être très organisée sur des trucs, mais vraiment, genre, comme ça, je sais que j'ai tout.
Et limite, parce que sur ça, je peux pas m'y prendre à la dernière minute, parce que je vais être en mode, j'ai trop d'idées de ce que je veux prendre et de ce que je veux faire, et ça va pas le faire. Oui, mais tu vois, même ça, les listes, il y a 2 types de personnes pour moi qui font des listes. Il y a ceux qui font des listes parce que c'est des gens qui sont, ça, c'est des profils terres qui sont hyper structurés et qui ont besoin de choses carrées. Et puis il y a les gens, je pense, comme toi, et moi c'est le cas aussi quand je pars en voyage, c'est parce que sinon j'oublie des trucs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je le fais pas pour me structurer, je le fais parce que j'ai tellement de choses en tête que je me dis sinon j'oublie. Et tu vois, moi aujourd'hui, je n'utilise plus du tout de to-do list. Si, j'ai fait une to-do list pour mon lancement. Pour le coup, je l'ai fait parce que c'était la première fois que je le faisais et puis que j'avais peur d'oublier des choses. Donc j'ai fait une to-do list. Mais sinon, au quotidien, j'en ai jamais. Et puis c'était vraiment une to-do sur les choses à faire pour le lancement, mais je me mettais pas genre faire tel post, faire tel... C'était... Voilà. Mais avant, quand j'étais en entreprise, j'avais tout le temps des to-do list. Alors, je suis retombée sur un carnet de to-do l'autre jour, mais l'horreur, le nombre de tâches que j'avais par jour, c'était surhumain. Inhumain, pas surhumain, inhumain. Et en fait, c'était parce que j'avais tellement de choses en tête que j'oubliais sinon. Si je notais pas, j'oubliais. Et aujourd'hui, j'en fais plus parce que déjà, ça me gonfle à la base. Je trouve que je perds du temps à me faire des listes. Et en fait, j'en ai plus besoin parce que j'oublie moins. Alors si, des fois, ça va m'arriver d'oublier mais ça, c'est le côté plus R, tu vois. Ça va m'arriver d'oublier... J'oublie pas des rendez-vous, mais des fois, je me trompe de jour, tu vois. Donc, il suffit que dans mon agenda, l'alarme ne se soit pas faite sur mon téléphone. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des messages genre... t'es toujours dispo ? Oui ? Oui, c'est maintenant ? Ok. Donc, je l'ai fait pour ça. Alors qu'il y a des gens qui font des listes parce que leur profil, c'est d'être hyper structuré. Et ces gens-là, je peux faire un lancement comme je l'ai fait moi, en faisant les trucs au fil de l'eau. Je pense que pour eux, ça serait une source de stress immense. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et du coup, ces profils, je les utilise là, dans l'offre que j'ai sortie la semaine dernière. On parlera, je pense, après. Le but, c'était, pour chaque étape, parler en fonction de ton profil, comment tu peux implémenter ça. Parce que souvent, ça se joue pas tellement dans l'objectif, ça se joue sur la façon d'y arriver. C'est-à-dire que pour une même chose à faire, on va chacun avoir des méthodes différentes. Donc, je donne une méthode, mais à chaque fois, je me dis, OK, si tu es tel profil, je te conseille de le faire, attention à ça, ou fais-le plutôt comme ça, voilà ce qui peut t'aider. Parce que c'était vraiment essentiel pour moi qu'un maximum de gens puissent s'y retrouver et qu'ils ne soient pas bloqués dans l'atteinte de ces objectifs-là parce que, en fait, la méthodologie, je l'aurais fait par exemple que par rapport à moi, à la façon dont je fonctionne. Et du coup, il y a des gens qui s'y seraient pas retrouvés. Ça m'embêterait. Donc, on peut pas faire du cas par cas, mais je me dis au moins, avec ce quiz, ça permet aux gens de savoir comment ils sont et voilà, de prendre les perches qui leur correspondent à eux, quoi. Et puis de pouvoir se reconnaître aussi. Et je rebondis justement sur le côté énergie. Moi, je sais que c'était... Même là, moi, je me pose la question de plutôt avoir un salariat, quelque chose où genre vraiment j'ai des horaires cadrés, je sais que je dois faire ça. Mais pour d'autres pans, je sais que la com, typiquement... Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par énergie. C'était compliqué de bosser en entreprise parce que parfois, on me disait « Allez, fais un calendrier, fais ci, fais là ». Et vraiment, j'y mettais... Je pense que j'ai lu plein de trucs. J'essayais de tout cœur de m'y mettre, mais j'y arrivais pas parce qu'en fait, je me disais « Ouais, j'écris ce post-là ». Et puis, je le relisais, je me disais « C'est vraiment nul, je vais tout changer ». Donc, je passais un temps fou et j'avais pas vraiment de truc dédié. Enfin, t'as des métiers comme ça où tu sais pas ce qui va t'arriver le matin. Tu te dis « Bon, j'arrive, peut-être je vais faire ça ». Et moi, j'ai besoin... C'est très paradoxal. J'ai besoin d'avoir un cadre où je me dis, bon, j'ai prévu grosso modo de faire ça, je peux bouger, mais c'est pas des trucs urgents à faire pour demain ou quoi, ou si c'est urgent à faire, je vais le faire, c'est tout, je vais m'y cantonner. Mais d'avoir une liberté sur, effectivement, est-ce que je peux bouger ça ? Est-ce que là, je suis dans ce mood pour faire ça ? Il y a parfois, tu vas pouvoir être efficace, je pense que toi aussi, du coup, de ce que tu dis... alors que tu n'avais pas du tout prévu de faire ça. En 1 heure, c'est bouclé, alors que tu avais prévu 4 heures. Et tu as un truc où un poste, ça prend du temps, mais je veux dire, moins de temps que de faire un gros dossier, etc. Mais des fois, tu vas y passer 10 ans, tu vas y passer 4 heures. Tu vas revenir dessus, tu vas dire, j'ai oublié d'identifier telle personne. Tel hashtag, visuel, je sais pas trop. Et tu vas y revenir le lendemain, en 10 minutes, c'est bouclé. Oui, mais c'est ça. Et puis en plus, même si on a des éléments dominants, on a tous les 4 éléments en nous. Et donc, on va avoir des moments et des jours en fonction de vraiment de l'énergie dans laquelle on est ce jour-là. Où, par exemple, moi, je suis pas trop terre, tu vois. Moi, je suis plus air. Mais il y a des fois, typiquement, où je vais passer des heures sur un post parce que
ce jour-là, c'est cette énergie-là qui est présente. Et je vais être hyper perfectionniste et je vais passer des heures. Je vais le petit bête. Et tu sais, je vais pas lâcher, quoi. C'est-à-dire que je vais être bornée. Et souvent, ces postes-là, d'ailleurs, ne fonctionnent pas. C'est le genre de truc où tu passes des heures. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une leçon que je suis en train de prendre. C'est que les choses que je fais le plus à l'arrache, en général, fonctionnent mieux que celles que je fais en prenant du temps. Et l'histoire de ma vie. C'est ça. Du coup, ça m'aide à lâcher. Et tu vois, par exemple, j'ai fait l'autre jour, j'ai fait un reel qui a... Alors, après, quand est-ce que tu le postes et tout, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais tu sais, avec un petit scénario, j'ai filmé les trucs et tout. Bon, le truc, il a pas du tout décollé, ou j'en ai qu'on décollé, mais pareil, j'avais passé vachement de temps. Et hier, j'en ai fait un, mais j'ai eu l'idée, j'étais en train de finir mon champagne du week-end. Voilà. Le petit champagne. Je travaillais pas l'après-midi, il restait un fond de champagne, je me suis dit, on va pas gâcher. Donc voilà. Et en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas en faire un reel, mais hyper court mais en plus sur un truc genre, en fait, on s'en fout, mais bon. Et je l'ai fait, en gros, en racontant, je bois jamais d'alcool quand je bosse. Après, c'est vrai que ça a tendance à un peu m'endormir, donc je bois jamais d'alcool quand je dois bosser, mais que cet après-midi, je bosse pas. Et c'était un peu pour rebondir sur les jours fériés, quoi. Et sur le fait, de toute façon, il restait du champagne et tout. Mais le truc, je l'ai fait, tu vois, entre l'idée et le post, il a dû se passer 5 minutes. Et encore parce que je suis allée chercher les hashtags, etc. Et en fait, c'est celui qui a le mieux marché de tous. Et les gens, et quand il y a eu le plus de likes et tout, et je me dis, non, mais en fait, faut vraiment que j'arrête de me prendre la tête. C'est-à-dire que c'est tellement pas dans ma nature, pour le coup, de faire les choses trop prévues, avec trop de stratégie. C'est un peu le comble, hein. C'est un peu mon métier à la base, la stratégie de com, mais tu vois, trop anticiper, trop essayer de faire les trucs parfaits, c'est tellement pas moi que plus ça va, et plus je me dis, non, mais il faut que j'arrête de me prendre la tête, en fait. Faut que je fasse les choses un peu à l'arrache, mais en me faisant confiance, tu vois, en faisant confiance à mon instinct, et au final, c'est ça qui fonctionne le mieux. Et là, tu vois, ce que j'ai fait la semaine dernière, le matériel marketing, je le garde pour faire de l'automatisation. Mais si à un moment donné, j'ai une autre idée qui me vient sur, non, dans ce mail-là, je vais plutôt mettre ça, je vais le changer. Mm-hmm. Mais c'est vrai que sur le moment, ce qui était quand même la semaine avec le plus d'enjeux, je me suis dit... Il y a des matins où je me levais, je ne savais absolument pas ce que j'allais mettre. Et des fois, je me mettais devant mon ordi pour faire l'email de relance du jour. Je savais ce qu'il fallait que je passe comme message à peu près. Je savais le format que ça devait avoir, mais je ne savais pas ce que j'allais mettre dedans. Et je trouvais l'idée sur le moment. Ça c'est pas mal comme angle. Et tac. Et c'est souvent ça en fait qui marche bien. C'est quand tu es spontané, parce que c'est là où le plus d'idées, tu vas pas te... Je pense que quand tu vas trouver une idée, que tu vas y réfléchir, tu vas peut-être pas l'aboutir parce que tu vas trop la conscientiser et tu vas trouver des trucs qui sont pas là. Alors que si t'es face au truc et que tu dois le faire, tu vas dire, oh tiens, ça c'est pas mal, et puis j'y vais, et puis ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas. C'est ça. Je pense qu'on nous apprend pas à avoir confiance dans nos échecs. Oui. Parce que l'échec est important. Tout à l'heure, tu parlais de réussite et je voulais déjà rebondir là-dessus, mais en fait, au final, tu réussis quand tu échoues beaucoup. Et même souvent, si, marketing, c'est beaucoup emparé de ça, à dire l'échec, c'est important et tout, mais en attendant, je trouve que ça a mis longtemps avant qu'on commence à avoir des podcasts, notamment sur l'échec. Moi, j'avais eu l'idée de faire ça, puis il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait, la leçon qui est beaucoup mieux que moi. Le Phoenix, que j'avais eu. Non ? C'est pas lui ? Ah, il y a peut-être le Phoenix aussi, mais moi, je parlais de la leçon. Non, je ne connais pas celui-là. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est une journaliste, ancienne journaliste, ou peut-être encore, je ne sais plus, bref, de toute façon je le mettrai dans la légende, qui va interviewer des personnes célèbres, moins célèbres aussi, sur des choses qu'elles ont faites et qui n'ont pas marché, mais qui leur ont appris des choses. Et c'est vrai que moi, j'ai manqué de représentation de gens, j'avais l'impression que j'avais beaucoup de figures fortes, de personnes qui avaient réussi, etc. Mais en fait, les gars, l'échec fait complètement partie de la réussite. Tu peux pas savoir ce qui fonctionne si t'échoues pas. Mais c'est ça. Et c'est dur, en fait, un échec sur le moment. C'est vrai que c'est dur, mais en fait, il faut vraiment en faire quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, le vrai échec, c'est si tu te plantes et que tu n'en fais rien. Par contre, si jamais tu te plantes et que tu te dis, bon, ok, ça fait mal, franchement, ça fait mal à l'orgueil. Peut-être que des fois, ça peut être aussi compliqué financièrement par rapport à son entourage ou tout ça, mais ok. Mais si tu ne te dis pas, ok, je vais en faire quelque chose pour qu'au moins ça me serve. Et c'est vrai que
Tu sais, c'est comme quand on te pose la question, des fois, si tu pouvais revenir en arrière et changer quelque chose dans ta vie, tu changerais quoi? Et moi, très souvent, quand je me pose ces questions, enfin, je me pose pas cette question souvent, mais à chaque fois que je me la suis posée et que je repense au pire moment de ma vie, le problème, c'est que je me dis, ouais, mais si j'avais pas vécu ça, j'aurais pas vécu ça non plus. Et ça, j'aime bien quand même. Ouais. Ça, c'est quand même ce qui m'a fait. Et c'est vrai qu'un échec, ça peut faire peur. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus agréable de réussir. Et puis parce qu'au bout d'un moment, on se dit, je voudrais quand même un peu de réussite, pas que de l'échec. Ça, c'est normal. Mais on a toujours des leçons à prendre. Et moi, là, j'ai trop hâte. Tu vois, cet après-midi, mon programme, c'est d'analyser mon lancement. Et moi, j'ai trop hâte de voir ce qui n'a pas marché, en fait. Mm-hmm. Déjà parce que je vais pouvoir donc l'éliminer des choses à faire. Parce que le but, c'est aussi de faire du tri et d'aller à l'essentiel. Mais j'ai à peu près déjà une idée de ce qui a fonctionné parce que j'ai pu suivre les différentes ventes et je sais à peu près d'où sont venus les gens. Mais moi, là, je suis trop excitée de me dire, alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quel est le truc que j'ai fait qui a servi à rien? Parce que ouais, je trouve que c'est une bonne opportunité de se dire, ok, ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché? Et en fait, ces questions-là, c'est vraiment ce qui permet de progresser, quoi. Après, c'est vrai que l'échec, ça fait un peu mal quand même. Enfin, sur le moment, faut l'encaisser. Mais moi, clairement, depuis que je suis entrepreneur, j'ai tellement raté de trucs que c'est aussi ce qui fait que là, quand j'ai lancé ma slow boîte, je me suis dit, là, je vais faire les choses bien. Déjà parce que j'ai beaucoup identifié que ce qui m'avait fait échouer avant, c'était mon côté borné à vouloir faire les choses toute seule, sans aide de personne. Tu vois, avoir la fierté de me dire non mais moi j'ai trouvé ça, c'est sorti de mon cerveau. Je l'ai trouvé toute seule. Et quand j'ai identifié que c'est ça qui faisait que ce que je mettais en place ne marchait pas comme je voulais. Là, quand j'ai lancé ma slow boîte, je me suis dit, non, mais là, meuf, tu vas suivre les guides déjà. Déjà, tu vas poser ton cerveau, tu vas aller voir des gens qui savent faire, qui ont déjà fait, et tu vas suivre à la lettre ce qu'ils te disent de faire. Sauf à la lettre, entre guillemets, comme je te dis, sur la façon de s'organiser, j'ai pas tout suivi à la lettre, mais en tout cas, sur la méthodologie globale, sur l'ordre des étapes, je me suis dit, tu vas à chaque fois que dans ton cerveau, ça te dira, ouais, mais attends, peut-être on peut prendre un raccourci, ou ça, est-ce que tu en as vraiment... tu fais. Et du coup, tu as regardé un peu des entrepreneurs Ouais, en fait, tu vois, j'ai regardé, j'ai pris des petites formations, j'ai suivi aussi des masterclass, j'ai pris des formations, etc. sur comment définir déjà son offre, comment prendre soin de sa communauté, comment faire une page de vente. J'en avais déjà fait des pages de vente, mais je les avais toujours fait toute seule, en fait, alors que moi, j'avais vendu, si tu veux, quand j'étais commerciale, je vendais en face à face. C'était pas du tout de la vente en ligne. Donc, j'ai déjà fait de l'e-commerce aussi, mais c'est pas encore différent. Enfin, tu vois, là, c'était un truc, la vente de produits digitales que j'avais jamais fait. Et j'ai déjà essayé sur le projet avec mon mec, la dernière page de vente, je l'ai fait toute seule. Ça a beaucoup moins marché que ce que j'ai fait la semaine dernière. Hein. Mais par contre, maintenant, je me dis, ok, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, du coup, je vais le reporter sur l'autre projet. Mais j'ai vraiment lâcher du lest en me disant je vais faire confiance en fait à ceux qui savent et je vais arrêter d'essayer parce que ça n'a rien à me porter en fait. Il faut déjà que je réussisse, après je pourrais me la péter, tu vois. Mais si je m'étais pas un peu mangé les dents sur putain j'ai vachement bossé pourtant je croyais mais ça n'a pas marché, j'aurais pas pu analyser pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et j'aurais pas pu mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché, c'est que tu as essayé de faire les choses toute seule alors que tu n'as pas les compétences dans tout, tu n'as pas tout fait, c'est normal. Et donc, solution, parce que c'est bien de prendre des leçons, mais surtout, maintenant, j'en fais quoi? Solution, quand tu vas lancer un truc, tu vas le faire en faisant confiance à ceux qui savent. Et toi, tu vas monter en compétence, et après, voilà. Et c'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir ce qui n'a pas marché là dans mon lancement, parce que, tu vois, j'ai hâte de me dire, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que je peux en retirer? Et en fait, je trouve ça hyper épanouissant de se dire, OK, là, putain, j'ai appris un truc aujourd'hui. J'ai appris que ça marche pas. J'ai appris que quand je fais ça, c'est pas une bonne chose à faire. Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais faire à la place pour obtenir le même résultat? Et moi, ça, après, c'est mon petit dada de comment est-ce que je peux trouver d'autres solutions. Mais ouais, non, c'est important pour ça, quoi. Et je me pose la question, puisque du coup, là, ça fait quand même 1 heure qu'on parle, mais je pense que les gens s'interrogent un peu. Est-ce qu'il y a quand même s'il y a des profils, un peu des conseils généraux à appliquer de slowpreneuriat que tu aimerais nous donner?
Ouais, on a déjà un petit peu parlé. Première chose pour moi à travailler, c'est vraiment le mindset, c'est-à-dire aller déjà se poser des questions en fait, arrêter d'être un peu un robot et tu vois, comme j'ai pu l'être, de se dire faut bosser dur, mais c'est de pas remettre en question. Donc vraiment travailler sur remettre en question la façon qu'on a de faire, ce qu'on voit partout, surtout si on est dans une façon de faire où on se dit ça me va pas complètement, mais c'est comme ça qu'on fait. Non, si déjà si les gens ont l'impression d'un peu trop travailler ou de pas avoir assez de résultats ou de pas avoir assez de concentration ou de passer trop de temps sur les choses, il faut vraiment se questionner. Donc ça, le mindset, c'est vraiment quelque chose à travailler. Et puis aller réfléchir à, sa posture vis-à-vis de ses clients, à la valeur du temps, enfin toutes ces choses-là. Donc travailler son mindset, c'est hyper important parce que sinon tout ce que tu vas mettre en place derrière, ça risque de ne pas tenir. C'est-à-dire que si t'es convaincu que tu n'es pas dans la bonne direction, tu vas avoir du mal à la tenir, cette direction. Donc ça, première chose. Après, effectivement, bien se connaître, avoir conscience de comment on fonctionne, quels sont nos points forts, quelles sont les choses sur lesquelles il faut faire attention, et du coup, pour aller vers des façons de faire qui nous conviennent, dans lesquelles on est à l'aise. Chercher le minimalisme au travail, c'est-à-dire vraiment se demander dans mes tâches lesquelles sont vraiment essentielles, lesquelles sont vraiment utiles, est-ce que je brasse pas un peu de vent? Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas trop en fait, surtout quand on a des résultats. Des fois, on cherche pas trop à se dire oui, mais est-ce que dans le lot là, dans tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a pas des choses qui ont servi à rien et du temps que je pourrais gagner, ou pour mettre un peu plus de temps sur ce qui a fonctionné, par exemple. Il y a une question d'organisation aussi, mais de l'organisation en fonction de qui on est. C'est-à-dire que là aussi, selon son profil, on va pas du tout avoir la même organisation. Se faire passer en priorité, alors se faire passer en priorité, ça veut pas dire passer dans des 24 heures dans une journée, passer le maximum de temps sur soi. Ça veut juste dire être à l'écoute de son corps, et quand le corps dit quelque chose, ne pas chercher à négocier. Le corps ne négocie pas. Le corps, il réagit. En fait, non, mais ça, c'est hyper important. C'est, punaise, en fait, notre mental, c'est un gros troll. Parce que c'est lui qui porte toutes nos peurs, c'est lui qui porte aussi nos ambitions. Enfin, tu sais, il porte plein de choses qui sont assez, un peu en lutte. Et c'est un sacré bordel, quoi, dans le mental. Le corps, il n'y a pas plus binaire que le corps. C'est je fonctionne bien, je fonctionne pas bien. Voilà, il y a 2 solutions. Et ce qu'on a dans la tête et nos émotions, enfin, tout est lié, effectivement. Même si en Occident, on a tendance à tout segmenter. Non, tout est lié. Et le corps, mais lui, son job, c'est de fonctionner. Et quand ça fonctionne pas bien, de tirer des sonnettes d'alarme, quoi. Et il y a plein de sonnettes d'alarme dont on ne tient pas compte, déjà parce qu'on a tendance en Occident à attendre d'être malade avant de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir mal ou d'avoir un vrai inconfort pour trouver que c'est un signe. En fait, non. Sache que si tu es un peu constipé, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas juste, tiens, j'ai un transit lent. C'est pas normal d'avoir un transit lent. Enfin, après, selon les gens... on a sa normalité, mais c'est un signe qu'il y a un truc qui ne va pas. Si tu as la flemme de travailler, c'est un signe. Faut questionner ça. Il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas des douleurs et pas des inconforts qu'on ignore parce qu'on a besoin d'avoir mal comme ça. Après, on se soigne et puis on voit la différence. Tu vois, on a besoin de résultats. J'étais bien malade, maintenant je vais mieux, je vois un bon résultat. C'était que passager, c'est tout. Ouais, moi, j'ai trouvé une solution rapide, alors que souvent la solution est un tampon. Ouais, mais c'est ça, ne complètement. Pas l'origine. Tu ne soignes pas l'origine, et ça, c'est très occidental aussi. Et donc, ouais, le corps, il faut vraiment lui faire confiance, et c'est un super allié, en fait. Et c'est vrai que je pense que quand on travaille trop, on a tendance à prendre un peu son corps pour un ennemi, genre, il est encore fatigué, ou... Tu vois, un peu genre, ce relou qui est fatigué, qui est pas en forme. Oh non, je suis malade. Mais oui. À un moment donné, tu peux, même les maladies que tu peux choper, les virus et tout, plus ton corps va être fort et mieux il va se défendre contre, quoi. C'est pas pour rien que quand on est claqué, moi, j'ai jamais été autant malade que quand j'étais salariée sur les dernières années. Je bossais 60-70 heures par semaine, j'avais
toujours un rhume, un truc, tout ça, parce que j'étais épuisée. Là, honnêtement, je crois que depuis que je suis à mon compte, j'ai eu un gros rhume l'année dernière, un truc qui a un peu duré et tout, mais j'en ai eu un. Sinon, ça m'arrive d'avoir des débuts de rhume, mais en fait, je prends du gingembre et du citron, et puis je me couche tôt, je me couvre à fond pour bien transpirer, et puis ça dure jamais plus de 3 jours, et ça va jamais très loin, quoi. Mais quand je suis fatiguée, je dors. Je me repose, je dors, je lâche un peu du lest, et c'est des trucs qui sont tout cons. Mais ouais, le corps, c'est notre machine, en fait. C'est notre logiciel, en fait. S'il n'y a plus de logiciel, tu ne peux pas travailler. Et bien, voilà. Donc ça, le corps, hyper important. Et puis après, ça, c'est un peu les grandes thématiques, je dirais, mais il y a plein de choses. Et là, du coup, l'offre dont on parle, donc je n'ai pas encore exploré. J'allais justement te poser la question, parce que c'est le moment. C'est le moment. Ça s'appelle Slowpreneur Basics. Et en fait, c'est vraiment les 10 étapes de base quand on veut travailler moins mais mieux, en fonction de qui on est, les 10 étapes à suivre. Alors qu'ils vont travailler sur différentes choses. Il y a toute une partie, la première partie sur vraiment l'écoute de soi et trouver l'équilibre, justement. Une partie après plus minimalisme au travail, organisation. Et la dernière partie, c'est vraiment comment jouer avec son énergie. C'est-à-dire comment faire en sorte que son énergie soit au service de son travail, comment la favoriser et comment éduquer ses clients aussi, parce que ça, c'est une sacrée pompe à énergie. Comment éduquer ses clients pour qu'ils respectent ta façon de travailler. Et ça, moi, ce sont les étapes, c'est tous les changements en fait que j'ai mis en place depuis que je suis à mon compte. Des choses aussi que j'ai pu voir alors pour le coup des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes qui travaillent comme moi. On est vraiment sur la même chose, donc c'est ce qui m'a permis de voir, ok, c'est pas que moi, même des gens qui fonctionnent différemment, ils ont aussi mis ça en place. Et donc c'est un bundle, c'est-à-dire que c'est un mix entre des vidéos, qui sont des vidéos pour expliquer, et des outils. Donc ça peut être des checklists, des choses pour faire le bilan, des exercices à faire, mais que j'ai voulu quand même assez rapide. C'est-à-dire que le but, c'est que ce soit pas un truc qui prenne des plombes à faire, parce que ma cible, c'est quand même les gens qui ont besoin de lever le pied. Et l'objectif, c'est vraiment d'y aller étape par étape. Et, l'ordre dans lequel les étapes sont faites, il est logique aussi. C'est-à-dire que si tu commences par le dernier module, tu vas avoir un peu de mal parce que voilà, chaque étape facilite la suivante. D'ailleurs, la première, c'est vraiment sur l'écoute du corps, parce que pour moi, c'est vraiment le fondement. Et petit à petit, comment tu peux implémenter des petits changements dans ta façon de penser, de travailler, et pour t'amener à travailler en fonction de ta nature, en fonction de ton rythme, en fonction de ton énergie du moment, tout en améliorant tes résultats. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que c'est pas juste travailler moins, parce que ça, en soi, tout le monde peut le faire, hein, de travailler moins, mais c'est comment travailler moins, ça peut te permettre d'avoir des meilleurs résultats. Parce que tu vas être plus disponible, tu vas avoir des meilleures idées, tu vas être plus focus, tu vas prendre des meilleures décisions. Et puis, de manière générale, je pense aussi, même si je ne l'aborde pas comme ça, parce que je sais que ça... y a des gens à qui ça ne parle pas forcément, mais je suis convaincue que quand tu es dans la bonne énergie, que tu te sens bien, t'attires aussi des meilleurs résultats. Donc, c'est pas ma spécialité de parler de la loi d'attraction, donc c'est pour ça que je développe pas le sujet, mais je suis convaincue que quand tu es bien dans ce que tu fais, que tu te sens bien, que tu te dis, ouais, là je prends les bonnes décisions, je me suis un peu détendue, je suis beaucoup plus serein, je travaille mieux, t'attires aussi, c'est-à-dire au-delà du travail que tu fournis, tes actions ont des meilleurs résultats aussi qui viennent de l'univers, de ce que tu veux, mais voilà, ça je suis convaincue de ça aussi, quoi. Non, moi je suis assez d'accord avec toi. Enfin, ça me fait penser au plus égal plus de Léna Situation. Ouais. Enfin, là, après, c'est plus. C'est pas vulgarisé son livre, mais je veux dire, elle est pas représentante du développement personnel, mais en fait, elle l'a vu. C'est l'expérience, c'est bien sûr. Son expérience, c'est super intéressant. Et c'est ça. Enfin, je pense qu'on peut tous témoigner de moments où on était bien dans notre corps, dans notre peau. Et qu'on attirait plein de choses positives. Encore la logique, tu vois, de corps et d'esprit et tout, et où il y a des choses bien qui sont arrivées. Ouais, complètement. Non, mais complètement. Donc voilà, ça c'est Slowpreneur Basics, donc c'est disponible. Pour le moment, je n'ai pas de site internet. Donc on me trouve via Instagram sur @maslowboîte. Et en termes de durée, parce que je réfléchis aux questions qu'on a pu me poser, souvent la question qui revient, c'est ça met combien de temps à suivre en tout, c'est-à-dire que quelqu'un qui binge toutes les étapes, qui implémente après, tu fais tout ce qu'il y a à faire sur le moment en une journée.
Mais après, je pense que le temps d'implémenter les choses, quand même, correctement, je pense qu'il faut un minimum 1 mois pour que ça soit un peu installé. Et puis, y a des gens qui vont plus lentement parce qu'ils ont très peu de temps pour le moment. Et si tu as envie de faire ça en 6 mois, 1 an, se dire je fais une étape par mois, tu peux en fait. Juste, faut bien travailler chaque étape au fur et à mesure. Mais je suis quand même assez persuadée que quand tu commences à travailler les premières étapes et que tu commences à voir des changements, tu as envie d'aller à l'étape suivante. Et c'est un peu le but quand même. Mais en soi, il n'y a pas de délai particulier à suivre. C'est en fonction de chacun et en fonction de comment on se sent là-dedans, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, Laure, pour cet Sophia. épisode. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, d'avoir également des conseils, ou que vous vous lancez et que vous aimeriez être accompagné, du coup, je vous invite à aller voir tes réseaux sociaux. Ouais. @maslowboîte sur Instagram. Ouais. Et puis, je vous souhaite aussi une bonne écoute. Et j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère aussi. Normalement, s'ils sont arrivés jusque-là, c'est que oui. Oui, et on a souffert pour faire cet épisode, je vous rappelle. Merci d'être allé jusqu'au bout. Bonne journée. Bonne journée, merci. Et à bientôt. Sophia. Salut.